stade plus avancé de la maladie. Alors, la maladie de Parkinson a été décrite la première fois en 1817 par M. Parkinson. Il appelait la maladie la paralysie tremblante. Il a fallu attendre de nombreuses années avant d'avoir une première stadification. Elle est apparue en 1967, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Kuhn et Yahr. Vous la verrez encore dans des rapports médicaux, elle est encore utilisée aujourd'hui. Elle est divisée en 5 stades. Premier stade, c'est juste unilatéral. Le deuxième, c'est en prédominance unilatérale. Le troisième, ça devient la terre bilatérale. Elle est aussi basée sur l'atteinte axiale ou non. L'atteinte axiale avec instabilité posturale ou non. Et donc, cette échelle est utile, mais ne reflète pas vraiment toute l'évolution de la maladie, parce qu'elle est fort centrée sur les signes unilatéraux ou bilatéraux et l'atteinte axiale ou pas d'atteinte axiale. C'est pour ça que moi, je vais baser mon exposé sur ce schéma-là, qui est un schéma qui est apparu, qui a été publié en 2015 dans le Lancet, et qui traduit quand même vraiment bien toute l'évolution de la maladie, du début jusqu'à la fin. Donc on va vraiment voir en détail ce graphique, et je vais vous expliquer tout un par un. Alors, une première chose quand même, c'est qu'il y a une base de temps ici, et qu'il faut bien savoir que la durée de chacune des phases est très variable d'un patient à l'autre. Il y a différents facteurs qui peuvent influencer selon l'âge survenu de la maladie, la pratique d'activité physique et des choses comme ça. Donc il n'y a pas une base de temps fixe. Certains patients peuvent avoir des phases beaucoup plus courtes, d'autres peuvent avoir des phases beaucoup plus longues. Certains patients peuvent avoir certains symptômes et d'autres pas du tout. Alors, on va commencer d'abord par la phase prémotrice, donc les prodromes, donc les symptômes qui annoncent la maladie. Ce sont des symptômes non moteurs. Tout le monde sait que la constipation peut apparaître de nombreuses années avant, environ parfois plus de 25 ans. La constipation, c'est un symptôme tout à fait aspécifique. Beaucoup de gens peuvent avoir une constipation sans développer plus tard la maladie de Parkinson, évidemment. Alors, le deuxième signe qui apparaît dans les prodromes, c'est le trouble de l'odorat. Nous appelons ça l'anosmie. C'est aussi un signe aspécifique. Vous savez qu'il y a d'autres maladies qui peuvent donner ce genre de problème. On a eu le Covid qui a déclenché beaucoup d'anosmie, mais c'est quand même très fréquent chez le patient parkinsonien. Et ça permet aussi un tout petit peu de faire la distinction entre le Parkinson et le Parkinson plus. Dans le Parkinson plus, il y a moins de problèmes d'odorat. Alors, dans la phase prodromique, on a aussi des troubles du sommeil. Et ceux-là sont très importants à rechercher. Il faut interroger. Le patient parkinsonien peut avoir des cauchemars agités, des cris, des coups, des chutes du lit. Donc ça peut être un symptôme qui peut arriver avant les signes moteurs. Il faut en parler parce qu'on peut faire des choses par rapport à ça. L'anxiété et la dépression sont aussi des signes qui peuvent arriver avant les signes moteurs. Moi, j'ai quelques patients jeunes qui ont fait des burn-out avant le développement de la maladie, donc il y a quand même vraiment un contexte d'anxiété ou de dépression. La somnolence diurne excessive, donc sans dormir la journée, l'apathie, le manque d'entrain. Voilà, donc ça, ce sont tous les prodromes, donc tous les symptômes qui arrivent avant les signes moteurs. Et puis, on a les signes moteurs qui arrivent, et là, on a la triade. Donc, on a 3 symptômes classiquement décrits, la kinésie, la rigidité et le tremblement. On va les voir en détail. Donc, le tremblement du parkinsonien est assez caractéristique. C'est un tremblement qui survient au repos, qui est toujours latéralisé, ou en tout cas prédominance d'un côté. Il peut toucher le membre supérieur, mais une des caractéristiques aussi, c'est qu'il peut toucher les membres inférieurs et le menton. Il n'y a pas dans le Parkinson, il n'y a pas de tremblement de la tête. Ça, c'est souvent un tremblement essentiel. Le tremblement du menton, c'est assez caractéristique de la maladie de Parkinson. Le tremblement est évidemment très influencé par le stress, l'émotion, si on regarde le patient et des choses comme ça.
Il est peu gênant sur le plan fonctionnel, il peut être gênant sur le plan social, mais sur le plan fonctionnel, il est peu gênant, mais il peut parfois être accompagné d'une composante lors du maintien d'attitude. C'est ce qu'on appelle le tremblement réémergent. Quand on maintient une attitude, après un certain moment, le tremblement peut réapparaître. Et ça, évidemment, ça peut gêner quand il faut, par exemple, tenir une tasse. À ce moment-là, le tremblement peut réapparaître. Alors, nous, quand on examine un patient, eh bien, on regarde s'il y a un tremblement d'abord pendant l'anamnèse, ça c'est important, et puis à la marche. Souvent, il y a un petit tremblement qui apparaît à la marche. On fait faire des exercices avec l'autre main, parce qu'alors souvent, ça fait apparaître le tremblement. Et alors, on fait des épreuves de concentration. Donc, tout le monde connaît les épreuves de concentration qu'on utilise souvent, donc 100, moins 7, moins 7, moins 7. J'imagine que vous avez tous déjà dû faire ça. Alors, la kinésie. Donc, la kinésie, ça vient du mot grec, donc le manque de kinésis, de mouvement. Donc, les mouvements sont lents, les gestes automatiques sont diminués. Donc, par exemple, ici, moi, je parle avec mes deux mains. J'ai des gestes des deux côtés. Le patient parkinsonien, souvent, aura des gestes d'un côté. Donc, une diminution des mouvements automatiques. Alors, ça donne aussi une difficulté à initier un mouvement, une difficulté à exécuter certaines tâches, certains actes moteurs répétitifs. Alors, nous, en consultation, comment est-ce qu'on cherche ça? C'est en faisant faire des mouvements alternatifs. Donc, il y a les marionnettes, il y a les tapotements des doigts, il y a les secousses au niveau des poignets. Alors, la kinésie, elle est gênante dans la vie quotidienne. Elle entraîne des difficultés d'écriture, une écriture qui est plus petite, une écriture qui est parfois plus lente. Elle entraîne des difficultés dans certaines activités de la vie quotidienne, comme par exemple se coiffer, pour se brosser les dents aussi, ce sont des mouvements répétitifs qui deviennent parfois plus difficiles, se raser pour les hommes, fermer les boutons et fermer les lacets, ça ce sont deux éléments qui sont assez fort pris en compte dans la répercussion sur la qualité de vie. Alors, il y a également, pour les plus jeunes, l'utilisation du clavier qui est plus difficile. Alors, il y a aussi un signe, j'ai mis une porte, mais en fait, c'est le signe du paillasson, donc une difficulté pour s'essuyer les pieds, donc faire des mouvements répétitifs avec les pieds. Donc ça, c'est la kinésie. Le troisième symptôme, donc après le tremblement, la kinésie, c'est la raideur. La raideur, on dit, est raideur extrapyramidale. Donc c'est une rigidité de mouvement de plusieurs articulations. On peut l'avoir au poignet, au coude, on peut l'avoir au niveau des épaules, on peut l'avoir au niveau des chevilles. On dit classiquement qu'elle est en roue dentée. Donc ça, c'est ce qu'on teste en consultation. On fait aller le poignet et on sent un petit peu comme une roue qui est dentée, donc avec des petites secousses. La kinésie et la raideur forment ce qu'on appelle le syndrome akinéto-rigide, le syndrome extrapyramidal. Donc c'est de là que ça vient. Quand on met dans nos lettres, il présente un syndrome akinéto-rigide, ça veut dire qu'il y a une akinésie et une rigidité. On distingue un petit peu deux sortes de maladies de Parkinson. La maladie de Parkinson où il y a une prédominance tremblante et la maladie de Parkinson où il y a une prédominance akinéto-rigide. Le syndrome akinéto-rigide est presque toujours unilatéral au début, ou alors bilatéral, mais à prédominance unilatérale. C'est ce qui nous permet de faire la distinction avec un syndrome parkinsonien. Par exemple, des gens qui ont pris des neuroleptiques peuvent avoir un syndrome parkinsonien, et à ce moment-là, le syndrome akinéto-rigide sera bilatéral. Dans la maladie de Parkinson, au début, il est unilatéral. Alors, on a parlé donc de la triade, des trois symptômes principaux, mais il y en a d'autres. Vous voyez ici dans le diagramme, ils apparaissent plus tard, mais il faut être attentif parce que certains de ces symptômes peuvent apparaître plus tôt et il faut les prendre en charge le plus vite possible, en particulier avec la kiné. On peut avoir, donc ce sont des symptômes que moi j'ai regroupés sur le mot de troubles axiaux, donc qui touchent l'axe du corps. On a les troubles de la marche, donc la marche à petits pas avec une diminution du ballon des bras. On a les troubles de l'équilibre,
On a les troubles posturaux, je vais vous en parler. On a les troubles de la parole et les troubles de la déglutition. Et enfin, le freezing. Donc tout ça, ce sont des signes moteurs qu'on peut avoir en plus de la triade et qu'il faut évidemment rechercher et traiter, prendre en charge. Tous ces signes, il y a quand même... C'est quoi le freezing? Je vais expliquer. Je vais bien venir sur le freezing et le trouble posturaux, je vais expliquer aussi. Tous ces symptômes sont malheureusement peu dopasensibles. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire de la kiné, parce qu'il faut absolument corriger les troubles posturaux, améliorer l'équilibre, améliorer la marche et faire des exercices pour le freezing. Alors, les troubles posturaux, les voici. Hein, j'en ai relevé 4. Donc, il y a la scoliose, mais il y a aussi l'antécolie. Donc, l'antécolie, c'est la tête et le cou vers l'avant. Il y a la tour de Pise, donc ça, c'est une déviation du tronc, une déviation axiale du tronc d'un côté ou de l'autre. Et alors, il y a la cantocornie, qui est plus grave, où c'est vraiment tout le tronc qui part vers l'avant. Et donc, ces signes-là doivent être pris en compte et améliorés avec des exercices posturaux, parce qu'ils peuvent entraîner des troubles de l'équilibre, des troubles de la marche. Alors, maintenant, voyons les symptômes non moteurs. Les symptômes non moteurs, comme vous le voyez ici en orange, peuvent apparaître tout le long de la maladie. Il y en a qui apparaissent avant les signes moteurs, il y en a qui apparaissent au début, et il y en a qui apparaissent plus tard. Tous les patients ne vont pas avoir tous les signes, évidemment. Certains signes seront plus prononcés chez certains que chez d'autres. Il y en a qui ont très peu de signes non moteurs, il y en a qui en ont beaucoup. Alors, dans les symptômes non moteurs, un des symptômes qui revient le plus souvent, c'est la fatigue, et avec ce qui va avec, la somnolence. Il y a également de la dépression et de l'anxiété. Il y a des douleurs. Je voulais mettre un petit point par rapport à la douleur de l'épaule. Bien souvent, quand les patients arrivent pour un diagnostic, au tout début, ils ont eu déjà, depuis quelque temps, des douleurs à l'épaule. On a fait de la kiné, on a fait des infiltrations, ça ne s'est pas amélioré. On donne de la dopamine et les douleurs de l'épaule s'améliorent. Il peut également y avoir des douleurs de la hanche, mais je trouve que les douleurs de l'épaule sont assez caractéristiques. Il y a aussi des signes dysautonomiques. Donc là, on a déjà parlé de la constipation. Il y a l'hypersialorée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une salivation excessive. Hein? Il y a un signe, et je trouve qu'il faut en parler, c'est la gastroparésie, qui va un petit peu avec la constipation. La gastroparésie, ça veut dire que l'estomac, il est un peu paralysé, un peu plus faible, et donc la vidange ne se fait pas bien. Ça peut donner une impression de lourdeur épigastrique, une gêne épigastrique. Ça peut donner un peu de nausée et ça peut avoir comme ça une sensation de plénitude. Ça favorise le reflux, mais ça a également une influence pour le traitement parce que ça peut retentir sur l'efficacité de la dopathérapie parce que le prolopa il reste stagné au niveau de l'estomac alors qu'on sait qu'il est résorbé plus loin dans le jéjunum. Alors, donc on a vu tous les symptômes de dysautonomie, il reste encore l'hypotension, ça je ne vais pas beaucoup vous en parler, on pourrait faire un exposé là-dessus, les troubles urinaires infectieux, je pense que vous avez bientôt aussi un exposé là-dessus, donc je ne vais pas détailler ça. Alors, donc on a vu les symptômes non moteurs. Malheureusement, la maladie évolue, parfois rapidement, parfois beaucoup plus lentement, pas chez tout le monde, mais quand même, les fluctuations motrices, les complications motrices peuvent apparaître. Alors, qu'est-ce que c'est que les complications motrices? Il y a ce qu'on appelle des fluctuations prévisibles. Donc, les fluctuations prévisibles, ça veut dire que c'est en relation avec la prise du médicament, en particulier en relation avec la prise de dopamine. On a la kinésie de fin de dose, la kinésie matinale et la kinésie nocturne. Je vais vous expliquer tout ça. La kinésie de fin de dose, c'est le patient qui vient en consultation et qui dit mais à chaque fois, je sens que j'ai besoin de mon prolopa,
ça va moins bien, je marche moins bien, je recommence à trembler, je suis plus raide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'akinésie de fin de dose. Donc les symptômes qui réapparaissent, ce sont souvent les symptômes qui étaient là au début de la maladie et qui reviennent en fin de dose. Il peut aussi y avoir des troubles de la marche, et donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le wearing off. L'akinésie de fin de dose, elle se traduit aussi par ce qu'on appelle l'akinésie matinale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patient, le matin au réveil, est raide, il met du temps pour se remettre en route. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps qu'il n'a plus eu son repas et qu'il faut le temps que le premier repas qu'il prenne le matin soit efficace. Donc c'est en relation avec un sevrage médicamenteux. Et souvent, quand il y a ça, il y a des crampes, ça peut être des crampes des orteils, ça peut être souvent au niveau des pieds. La kinésie nocturne, ça se traduit par une difficulté de se retourner dans son lit et une difficulté pour se lever, pour aller uriner. Alors voilà, ça c'est un schéma. Je vais vous expliquer exactement la même chose que ce que j'ai dit avant. Donc vous avez ici en haut la prise de médicaments, le taux de dopamine qui monte et puis qui redescend. Chaque fois après la prise, ça monte et ça descend. La kinésie de fin de dose, elle est ici. Donc avant de reprendre la dose suivante, le patient est bloqué. La kinésie matinale, c'est au petit matin. La kinésie nocturne, c'est le soir. Il y a une autre akinésie qu'on appelle l'akinésie paradoxale. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une raideur qui apparaît après avoir pris le médicament. C'est des gens qui me disent, j'ai pris mon Prolopa, mais 20 minutes après, ça ne va plus. Et donc ça, c'est paradoxal, parce que théoriquement, après le Prolopa, il devrait aller mieux, mais non, il n'est pas bien, ça met plus de temps. En fait, c'est un retard d'efficacité du Prolopa. Alors, on a vu donc les fluctuations prévisibles avec le Verilov. Il y a également les dyskinésies. Alors, voilà, je reprends mon schéma. Les dyskinésies, elles apparaissent en pic de dose ou bien éventuellement en off. Et donc, les dyskinésies de milieu de dose, donc ça, ce sont des mouvements assez amples, parfois latéralisés, parfois des deux côtés, parfois au niveau du tronc, parfois au niveau de la tête. Et cela apparaît pour ceux-là apparaissent en pic de dose quand le dosage de dopamine est élevé. Il y a en pic de dose, on peut aussi avoir ce qu'on appelle les dystonies, donc des contractures anormales, en particulier au niveau du visage. Et donc ça, ce sont les patients qui se mettent à faire des grimaces, des paupières qui se ferment. On peut avoir également aussi le torticolis. Donc ça, c'est dystonie, c'est des contractures. C'est souvent au niveau du visage, et ça apparaît donc en pic de dose. On peut avoir des dystonies off, donc des dystonies qui apparaissent ici, et ça, c'est un peu en relation avec l'akinésie matinale. C'est le gros orteil qui se met en extension, c'est le pied qui se tord, ça peut être douloureux, et donc ça, il faut évidemment en parler. On a également des dyskinésies un petit peu plus atypiques, ce qu'on appelle les dystonies biphasiques. Ce sont des dyskinésies qui apparaissent au moment où le taux de dopamine augmente de l'évodopa augmente dans le sang. Il y en a au moment de l'augmentation et il y en a au moment de la diminution du taux. Évidemment, c'est assez important de les reconnaître parce que ces dyskinésies-là ne répondent pas à une diminution du traitement. Alors, il y a malheureusement aussi des fluctuations non prévisibles. Il y a l'akinésie nictémérale, l'akinésie paradoxale, on en a déjà parlé, et puis il y a les effets on-off. Je vous explique ça. Donc l'akinésie paradoxale, on en a parlé, donc c'est celle qui arrive après la prise d'un médicament, après la prise du Prolopa. L'akinésie nictémérale, ça, ce sont des patients qui disent « mais tous les jours à la même heure, je suis bloqué. Je prends mon Prolopa, je ne prends pas mon Prolopa, ça ne change rien. Tous les jours, je suis bloqué à la même heure. » Souvent, c'est début d'après-midi que ça va moins bien. C'est probablement en relation avec la vidange gastrique et des problèmes plutôt de prise de médicaments avec les protéines. Il y a les on-off imprévisibles, donc ça c'est une
situation plus difficile, parce que ce sont des patients qui tout d'un coup sont bloqués sans raison, sans relation avec le médicament. Alors, je voulais parler du freezing, parce que le freezing est un peu un cas particulier. Le freezing, donc, c'est l'arrêt brutal et involontaire de la marche. Le freezing, il apparaît surtout en off, surtout quand il y a un manque de dopamine, mais il peut apparaître aussi en on. On peut avoir des freezing qui ne sont pas sensibles à la dopamine, qui peuvent persister malgré le fait qu'on donne du prolongement. Alors, on va revenir un petit peu sur la définition du freezing. Donc, le freezing, c'est un mot anglais. Il n'y a pas vraiment de mot en français pour le traduire. On parle d'enrayage cinétique. Alors, le freezing, il apparaît dans diverses circonstances. Par exemple, quand on veut initier la marche, quand les patients qui sont en salle d'attente qui veulent se lever et venir au cabinet de consultation, ils ont le freezing. Lors des demi-tours, changement de direction, les obstacles, ça peut être une porte, mais ça peut aussi être un changement de dessin par terre, le parquet, le carrelage, des petites choses comme ça peuvent bloquer. Ça arrive aussi plus souvent dans les espaces plus étroits, dans les espaces connus. Donc ça arrive plus souvent, par exemple, dans la cuisine qu'à l'extérieur, quand il y a plus d'espace. C'est augmenté lors des doubles tâches. Donc, par exemple, s'il faut marcher en portant quelque chose, marcher en parlant, le freezing est plus fréquent. Ça peut arriver aussi quand on arrive proche du but. Il peut être précédé de petits pas, donc parfois avant le freezing, avant le blocage, il peut y avoir des petits pas et une tendance à aller assez vite vers l'avant. C'est ce qu'on appelle la festination et évidemment influencé par des facteurs comme le stress, la fatigue, l'émotion, la peur. Voilà. Et donc, il peut être aussi déclenché par un stimulus visuel et auditif. C'est les patients qui, par exemple, ont tout d'un coup un freezing quand le téléphone se met à sonner, ou la porte sonne, tout d'un coup ils ne savent plus avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le freezing? La kiné est évidemment très très importante, apprendre à gérer ça. On décrit que c'est amélioré dans l'obscurité et par la fermeture des yeux. Compter, 1, 2, 3, on peut redémarrer. Il y a le walk, je ne sais pas s'il y a des patients ici qui utilisent le walk, donc ça c'est un petit stimulateur auditif qu'on met derrière l'oreille et qui donne un rythme. Il y a des petits trucs comme lever la jambe, essayer de passer un obstacle. Il y a des patients qui utilisent une canne avec des barres, passer la barre et ils y arrivent plus facilement. On nous a dit il n'y a pas longtemps dans un congrès que se balancer d'un côté à l'autre permettait de repartir dans le bon sens. Donc se balancer comme un arbre dans le vent permet de débloquer ce freezing, ce blocage de marche. Alors, on a vu les fluctuations motrices. Il y a, et ça c'est important à tenir en compte, aussi des fluctuations non motrices. J'en ai décrit 3, c'est les fluctuations mentales, les fluctuations dysautonomiques et les fluctuations sensibles. Quand le patient est en off, quand le patient est en manque de dopamine, il peut avoir une difficulté pour raisonner, une fatigue, une lenteur idéatoire. Il peut aussi être très anxieux, être plus triste. Donc ça, vous voyez ici dans mon schéma de là tout à l'heure, c'est ce qui apparaît là en bas quand les taux sont bas. Il peut y avoir des symptômes non moteurs quand les dosages sont plus élevés. Et là, ce sera une hyperactivité, une déambulation, une euphorie, des sueurs et de la transpiration. Les douleurs peuvent aussi fluctuer. On peut avoir plus de douleurs pendant les périodes off, liées un peu à la raideur. On peut avoir des douleurs aussi en période plutôt de dyskinésie, liées aux dyskinésies au mouvement involontaire. Alors, voilà un carnet de bord. Probablement que vous avez déjà vu tout ça. Donc, on remplit ça avec le patient. On met les heures de repas, les heures de prise de médicaments. Et pour nous, c'est intéressant d'avoir un feedback, d'avoir un peu les heures de la journée où ça va bien, les heures de la journée où il y a des dyskinésies et
les heures de la journée où il y a des symptômes de tremblement ou de raideur qui réapparaissent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a des fluctuations motrices? Une des premières choses, c'est voir si les repas sont aux bonnes heures, voir si la prise de protéines est au bon moment. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut essayer de mettre les protéines plus tôt en fin de journée pour éviter les problèmes de compétition avec le Prolopa. On adapte évidemment les prises de Prolopa. Quand il y a des fluctuations, on fractionne. Donc, au lieu de mettre 3 prises, on prend 4 prises, on prend 5 prises, on prend 6 prises. On fractionne pour éviter ces effets de Bérinov de fin de dose. On a le Prolopa retard, qui est un Prolopa qu'on donne uniquement le soir, rarement en journée, et qui aide pour la kinésie du matin. On peut, s'il n'y a pas encore les autres classes médicamenteuses, on peut rajouter un agoniste de dopaminergique, donc du mirapexin, du Ritrip. On peut rajouter un IMAOB, donc là on a l'Atilect et le Xalabo. On peut éventuellement changer le Prolopa pour du Stalevo. Dans le Stalevo, il y a une molécule en plus qui est l'antacapone, qui augmente un petit peu, qui augmente l'efficacité du levodopa, avec évidemment un risque de faire apparaître des dyskinésies. La montadine a quand même, je trouve, une certaine efficacité quand il y a beaucoup de dyskinésie. Et alors, pour la kinésie matinale, ce qui fonctionne assez bien, c'est le stylo apomorphine. Donc, c'est une petite piqûre le matin pour redémarrer. Il y a juste un souci que même avec le stylo d'apomorphine, c'est la tolérance. Ça donne assez bien de doser, donc tous les patients ne le supportent pas. Alors voilà, donc là, j'ai réexpliqué sur un autre schéma ce que je vous ai déjà dit. Donc, au début de la maladie, le Prolopa, ici vous voyez, le Prolopa a une longue durée d'action. Il reste en dessous des seuils de dyskinésie et il reste en dessous, au-dessus des phases off. Petit à petit, la durée d'efficacité du Prolopa rétrécit et on a ici la kinésie de fin de dose qui apparaît. La maladie évolue, ça se rétrécit encore et apparaissent des dyskinésies ici de pic de dose et des akinésies de fin de dose. Et donc on passe d'une phase où il y a peu de prises de médicaments, toujours au départ 3 prises de Prolopa, mais on arrive à un moment où il y a 4, 5, 6 prises de Prolopa sur la journée. Au début, la dopamine est compensée, petit à petit, la dopamine qui n'en peut plus compenser, et le Prolopa n'a plus une efficacité que de 3 heures, 3 heures et demie, et les dyskinésies deviennent gênantes. Tout ça, tous ces éléments nous font envisager un traitement dopaminergique continu, un traitement le plus stable possible. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. D'abord, simplement, nous, neurologues, avons une règle qu'on utilise pour savoir si un patient, s'il faut commencer à parler au patient des traitements de seconde ligne, des traitements dopaminergiques continus. Donc, c'est la règle 5, 2, 1. 5 pour Cantiac, 5 prises quotidiennes de dopamine par jour. 2, c'est quand il y a 2 heures de off par jour. Et 1, c'est quand il y a 1 heure de dyskinésie invalidante par jour. S'il y a des dyskinésies qui ne sont pas invalidantes, on n'en tient pas compte. Et si ce sont des dyskinésies amples et invalidantes, il faut vraiment discuter du traitement dopaminergique continu. Et donc c'est pour ça qu'en consultation, on vous demande, mais tiens, sur la journée, pendant combien de temps est-ce que vous êtes bloqué, pendant combien de temps est-ce que vous avez des mouvements anormaux. Ça nous permet un petit peu de voir où on en est et s'il faut passer à un stade d'un autre traitement. Alors voilà ce qui existe actuellement comme stimulation dopaminergique continue. On a la stimulation cérébrale profonde. Donc ça, c'est la neurochirurgie. On a l'administration intestinale continue. Ça, c'est le Vodopa. Et plus récemment, le Lécy-Gimon. On a l'administration, la pompe à apomorphine, elle existe dans d'autres pays européens. Elle n'existe pas encore chez nous, mais en France, on l'utilise assez bien. Et bonne nouvelle, à partir du 1er juillet, l'administration sous-cutanée continue sera remboursée. Donc ça, on attend, ça sera tout prochainement. Donc ça s'appellera le Provodopa.
Donc, je vais vous parler un tout petit peu de ces quatre possibilités thérapeutiques. Donc, la neurostimulation, donc on appelle, donc c'est ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde, donc les initiales SCP. En anglais, on parle de DBS. Voilà un schéma. Donc, vous avez l'électrode qui est implantée au niveau profond dans le cerveau. Il y en a toujours deux, une de chaque côté pour stimuler chaque fois le côté opposé. Dans quelques cas, on n'en met qu'une électrode. C'est en général quand il y a des problèmes de tremblement. Alors à ce moment-là, on ne met que du côté où il y a le tremblement. Enfin, pour le tremblement. Donc là, vous avez l'électrode qui est implantée, le câble et ici le stimulateur avec la batterie qu'on met en général en supraclaviculaire. Alors, pour qui est-ce la neurostimulation? Il y a un critère d'âge. Il faut avoir moins de 70 ans ou alors éventuellement plus âgé que 70 mais en très bon état général. Il faut évidemment que ce soit une maladie de Parkinson et pas une maladie de Parkinson plus. Donc toutes les maladies apparentées, PSP et tout ça, ne répondent pas à la neurostimulation. Il faut que pendant l'évolution de la maladie, il y ait une bonne dopasensibilité. Donc ça veut dire qu'il faut avoir bien répondu au Prolopar. Si vous avez bien répondu au Prolopar, la neurostimulation sera plus efficace. Il y a une exception à ça, c'est le tremblement. La neurostimulation est efficace sur le tremblement, même s'il n'était pas sensible à la dopamine. Il faut, ça on l'a déjà dit, être au stade de fluctuation motrice, difficile à équilibrer, plus de 5 crises journalières, ça on en a déjà parlé. Une exigence aussi, c'est de faire un bilan de la mémoire. Il ne faut pas de troubles cognitifs, ni de troubles psychiatriques. On ne fait pas de neurostimulation s'il y a un autre problème important de santé. On ne fait pas de neurostimulation pour les gens qui ont déjà eu des problèmes cérébraux, s'il y a eu des accidents vasculaires cérébraux, s'il y a un risque d'hémorragie cérébrale, ce sont des contre-indications. Et je reprends ce que j'ai déjà dit là tout à l'heure, il ne faut pas de troubles de la mémoire et de démence. Alors, qu'est-ce qu'on attend de la DBS, de la neurostimulation? On améliore la motricité, on diminue les périodes off, on diminue les dyskinésies et surtout, on peut diminuer le nombre de médicaments, on peut diminuer les médicaments et donc on diminue les effets secondaires qui sont liés aux médicaments. Malheureusement, la neurostimulation ne guérit pas la maladie, la maladie continue à évoluer. Il peut y avoir des effets secondaires. Au tout début, on peut avoir des petits picotements, des petits tiraillements. Ça, en général, on arrive à gérer en changeant la stimulation, en changeant les paramètres de stimulation. Dans les premiers mois, il y a une prise de poids qui est parfois importante, qui est à surveiller. Il y a deux symptômes qui peuvent s'aggraver ou apparaître après la neurostimulation, et c'est important à savoir, c'est les troubles de l'élocution, la dysarthrie et l'instabilité à la marche. Donc quelqu'un qui a déjà une instabilité à la marche, on n'aimera pas tellement lui mettre une DBS parce que ça pourra s'aggraver à tout. Quelqu'un qui a une grosse dysarthrie, une grosse difficulté pour parler, le symptôme ne va probablement pas s'améliorer. Donc, il faut, quand vous allez voir le neurochirurgien, vraiment bien voir les symptômes que vous voulez voir ce que vous cherchez et voir les symptômes que vous espérez améliorer et ceux pour lesquels vous savez que ça ne s'améliorera probablement. Il peut y avoir aussi, c'est rapporté, des changements de caractère, une irritabilité et une dépression, surtout dans les mois qui suivent, donc les 6 premiers mois après la DBS sont parfois un peu difficiles. Alors, ça c'est une dia qui reprend un peu ce que j'ai déjà dit. Donc les 3 symptômes, la triade, ça va s'améliorer. Le tremblement, la rigidité et la kinésie, ça s'améliore avec la neurostimulation. Les troubles posturaux, les troubles de l'équilibre, c'est beaucoup plus un point d'interrogation. Les troubles de la parole aussi, ça peut s'aggraver.
La neurostimulation ne va pas améliorer tous les symptômes qui sont listés là, ne va pas améliorer le sommeil, ne va pas améliorer l'anxiété ni la dépression, ne va pas améliorer les troubles cognitifs, ne va pas améliorer la constipation. Et pour les patients qui ont des troubles du contrôle des impulsions, ce n'est pas toujours non plus le bon choix, ça ne s'améliorera probablement. Alors, la neurostimulation, elle est en pleine évolution. Actuellement, on développe de plus en plus des systèmes en boucle fermée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut maintenant, donc on stimule, mais on peut aussi enregistrer une activité cérébrale. On enregistre ce qu'on appelle des activités bêta-gamma, on enregistre une activité cérébrale. Donc pour le moment, on ne peut que l'enregistrer. Mais dans le futur, on pourra enregistrer cette activité et réagir et stimuler en fonction de ce qu'on a enregistré. Donc ce sera beaucoup plus adapté comme stimulation. Ce qui serait pas mal aussi, c'est au lieu d'avoir cette grosse boîte comme ça au niveau de la clavicule, d'avoir quelque chose de plus petit qu'on peut laisser au niveau du crâne et gérer comme ça. Des batteries plus efficaces, parce que les batteries, actuellement, il faut les changer tous les 3 et 5 ans, ça dépend un peu de l'intensité de la stimulation. Donc ce serait intéressant d'avoir des batteries plus efficaces. Bon, là, juste, j'ai mis peut-être que dans le futur, il y aura aussi des stimulations médulaires. Vous avez tous entendu parler de ce patient en Suisse chez qui on a mis des électrodes et qui s'est remis à marcher. Donc ça, c'est un patient qui avait déjà une neurostimulation cérébrale. On a mis en plus une stimulation dans la moelle pour améliorer la marche et le physique qui ne s'était pas amélioré avec la neurostimulation cérébrale. Alors, venons-en à l'administration intestinale continue, donc ce qu'on appelle le duodopa ou le léciginon. Le léciginon, il a en plus du levodopa et la carbidopa, il a de l'antacapone. Donc le léciginon, c'est comme si c'était du stalizo, tandis que le duodopa, c'est comme du prolopa à peu près. Donc là aussi, c'est pour les stades avancés de la maladie. Il faut aussi avoir une bonne dopa-sensibilité, avoir bien répondu au prolopa pour que ce soit efficace. Ça nécessite une sonde de gastrostomie, donc évidemment la sonde rentre dans l'estomac, je vais vous montrer un schéma. La sonde rentre dans l'estomac, mais il faut en plus administrer le produit dans le jéjunum. Donc il faut que la sonde descende plus bas dans le duodénum jusqu'au jéjunum. La pompe se porte en bandoulière ou que sais-je. Maintenant, il peut y avoir évidemment des effets secondaires liés à l'acte, liés au dispositif. Hein, ça peut se boucher, ça peut se couder, ça peut. Et alors, il y a des soins à faire au niveau de la gastrostomie. Il peut y avoir des petites infections qu'il faut traiter. Un autre élément très, très important, c'est que ça peut entraîner des carences en vitamine B12. Et donc, il est très important chez ces patients de donner de la vitamine B12 en supplément. Voilà un schéma. Donc, et la procédure. Donc, on fait toujours avant un test. En Belgique, on fait un test pendant une courte hospitalisation de quelques jours, où on met une sonde nasogastrique, naso-duodénale, et on met le produit. On fait des vidéos avant et des vidéos après pour démontrer que le produit est efficace et qu'il y a un bénéfice. On a introduit tout ça à l'INAMI, et l'INAMI accepte, et alors à ce moment-là, on place la gastrostomie. La gastrostomie avec le câble, enfin la sonde qui descend un peu plus bas pour l'administration. Alors, la pompe à apomorphine, vous avez un petit schéma ici, elle n'est pas disponible aujourd'hui en Belgique. Peut-être qu'elle arrivera chez nous, elle a quand même certains avantages, surtout chez les patients plus jeunes. Alors, le futur proche, c'est le produdopa. Donc ça, c'est l'administration de dopamine par voie sous-cutanée. Ça existe déjà, donc il y a déjà des pays qui ont une certaine expérience, on nous en a déjà parlé, au Canada ils font ça déjà depuis plusieurs mois. Donc on met, un peu comme la pompe à apomorphine, un petit cathéter en sous-cutané avec une pompe qui se porte soit en bandoulière, soit à la ceinture. L'avantage, c'est qu'on peut donner le produit pendant 14 heures, mais on peut mettre le produit aussi pendant 24 heures, pour éviter évidemment les blocages pendant la nuit, pour avoir quelque chose de constant. L'inconvénient de ce procédé, c'est le problème cutané.
mais je pense qu'on doit apprendre aussi. Il y a des réactions cutanées, il faut donc que ce soit mis de manière très stérile, et donc pour le moment, ça prend du temps, on dit à peu près 20 minutes pour mettre tout ça en place. Il faut que ce soit vraiment fait dans de bonnes conditions, il faut qu'il y ait un aidant proche ou une infirmière qui passe pour pouvoir aider, parce qu'actuellement, il faut encore manipuler une seringue. Et donc, voilà, donc, les réactions cutanées, c'est un petit peu le souci qu'on va devoir apprendre à gérer. Parfois, on doit donner des antibiotiques pour gérer des petites infections cutanées, ce genre de choses. Il y a eu un souci d'hallucination visuelle, et ça, c'est probablement parce qu'on est passé à des doses, on a une équivalence de dose avec ce qu'on prenait par la bouche, et probablement que c'est trop élevé. En diminuant les doses, on a moins ce problème d'hallucination visuelle. Alors, quelles sont les conditions de remboursement de tous ces médicaments en Belgique? Donc, le duodopa, le lésigimon et le produodopa. Il faut savoir que ce sont des médicaments qui coûtent cher. Ça coûte à peu près 100 €, quel que soit le produit, 100 € par jour. Hein, donc c'est un peu plus que 700 € par semaine. Et donc ça coûte assez cher et les conditions de remboursement sont assez strictes. Il faut donc avoir les conditions qu'on a expliquées, les stades d'explication non contrôlés, une bonne dopatothérapie. Il faut faire un bilan cognitif, donc un bilan à la mémoire, il ne faut pas de démence. Il faut, je ne sais pas très bien pourquoi, faire une résonance cérébrale récente dans l'année écoulée. Il faut, pour des patients qui ont moins de 70 ans, un avis neurochirurgical. Pourquoi? Il faut que le neurochirurgien dise que ce n'est pas une indication de neurostimulation. Le patient ne veut pas, ou il y a des contre-indications, et il faut passer à un traitement par produodopa ou duodopa. Et donc, il faut aussi, pour avoir le remboursement, passer par une phase test. Et la phase test, même pour le produodopa, malheureusement, se fait en hôpital. On ne peut pas le faire en cabinet privé. Alors, pour terminer, on va peut-être voir un peu le futur. Le futur, c'est peut-être trouver un médicament qui pourrait traiter les dyskinésies. On a déjà, j'en ai parlé, la menthaline. Il y a ce qu'on appelle la voie sérotoninergique. Il y a une molécule qu'on appelle, c'est des agonistes sérotoninergiques 5-HT1A qui semblent prometteurs, mais qui sont encore vraiment au tout début de l'évolution du testing. Vous voyez ici, c'est sur des rats, sur des singes. Il y a une petite phase 2 chez l'homme avec le produit là qui s'appelle LX112. Ça semble prometteur, mais ce n'est pas encore du tout sur le commerce. Peut-être qu'en administrant directement la dopamine en intracérébral, on aura moins de soucis de dyskinésie. Ça a été essayé, donc très longtemps on a eu des soucis parce que la dopamine elle s'oxyde. Donc si vous laissez du prolopa dans un verre d'eau, ça devient noir, sur les lèvres ça devient parfois noir. Et donc il faut le mettre dans des conditions assez strictes, sans oxygène, en conditions anaérobes. Mais il y a eu des études, il y a eu une dizaine de cas récemment, ça semble donner quand même de bons résultats et surtout améliorer les dyskinésies. Ça ne guérit pas la maladie, évidemment, hein, c'est toujours un traitement symptomatique. L'avenir, ce sera probablement plutôt la neuroprotection. Je voulais vous en parler ici parce que tous les patients en parlent à la consultation. Ça, c'est le médicament qui est utilisé dans le diabète, l'agoniste GLP-1. C'est des médicaments qui font diminuer le glucagon, qui agissent pour le diabétique. Et il y a eu une étude qui a démontré une efficacité chez les patients parkinsoniens. Maintenant, ce sont des petites études sur des courtes périodes, et donc ils sont en train de voir comment augmenter. Et c'est aussi uniquement pour les parkinsoniens au stade débutant. Donc ça, ce sont deux slides qui ont été, j'ai copié du congrès de neurologie en avril. Voilà. Une autre voie aussi pour le Parkinson au stade débutant, c'est la transplantation de matière fécale. Hein, ça a été essayé, ça c'est une équipe de Gand qui travaille là-dessus, et
et ils ont fait une étude sur un petit groupe de patients et ça semble efficace après 1 an. Mais là encore, c'est une phase 2, donc il faut évidemment aller plus loin dans la recherche. Donc voilà, pour la conclusion, voilà l'évolution schématique de la maladie de Parkinson. Vous voyez, de manière exprès, je n'ai pas mis de ligne de temps. Les prodromes peuvent apparaître plusieurs années avant les symptômes moteurs. Les symptômes moteurs, j'espère que vous savez maintenant quelle est la triade, la kinésie, le tremblement et la raideur. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des symptômes non moteurs qui peuvent apparaître assez vite dans l'évolution de la maladie et qu'il y a des troubles axiaux qui peuvent apparaître tôt, comme les troubles de la marche et les troubles de l'équilibre. Les fluctuations, elles sont essentiellement motrices, avec la kinésie de fin de dose, le Bérinov, les dyskinésies, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi des fluctuations non motrices, avec parfois une lenteur idéatoire et des choses comme ça, qui peuvent être handicapantes dans la vie de tous les jours. Quand on arrive à un stade avancé, il faut discuter avec le patient des traitements dopaminergiques continus, donc la neurostimulation, le DBS, l'administration intestinale continue et maintenant l'administration sous-cutanée continue. Je vous remercie.